C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, 7 enjeux, déficit, dette, le grand aveuglement. Ces mots forts, attention, vous allez découvrir, ce ne sont pas les miens. Non, non, nous sommes plantés. Les mots que vous allez découvrir, ce sont les mots de l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il assure avoir averti Emmanuel Macron sur l'explosion de la dette. Il fait des révélations explosives. On y revient dans un instant. Omission d'État, dit la France Insoumise. Scandale d'État, dit le Rassemblement national. Demandons-nous, est-ce que tout est si noir? Sommes-nous en faillite? Peut-on même parler de situation hors de contrôle? Et passer le constat, on avance également dans cette émission vers les solutions. Nous le ferons avec nos invités prestigieux. Jacques de la Rosière, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du Fonds monétaire international, est avec nous. Et Thierry Breton, ex-ministre des Finances et commissaire européen, auteur des 10 renoncements qui ont fait la France, sera également avec nous. Alors, renoncer ou planter, pour reprendre les mots de l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire. Écoutez, regardez. Je reconnais avec beaucoup d'humilité, nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Toutes celles et tous ceux qui disent « c'est pas grave, encore un moment, monsieur le bourreau ». Eh bien moi je vais vous dire, le fait de voir que la France est le dernier élève de la classe européenne, que si on continue comme ça, aux alentours de 2030, on sera plus endetté même que l'Italie. Oui. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Valérie Nataf, éditorialiste politique pour LCI. Bonjour à vous. Nous sommes bien sûr avec Renaud Pilin, éditorialiste politique pour LCI également. Avec Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être là. Et je le disais, nous sommes avec Jacques de la Rosière. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Vous êtes ancien gouverneur de la Banque de France, je le disais, ancien directeur général du Fonds monétaire international. Et tout d'abord, le déficit ces derniers jours, ce serait encore aggravé de 3 milliards d'euros au regard des derniers votes qui ont eu lieu dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Les députés creuseraient encore les déficits. Quel regard vous portez sur les derniers jours justement de débat à l'Assemblée? Oui, mais la façon dont le budget est abordé prête à ce genre de glissement dont vous parlez. Ce qui me désole dans le spectacle que nous donnons au monde sur la question budgétaire, c'est ceci. Il n'y a pas le moindre fil conducteur. C'est-à-dire que on ne sait pas où on va. Et on jette des chiffres, mais on n'a aucune espèce d'idée du cap sur lequel on doit se diriger. Alors ce cap, il est très simple, si on se donne la peine de le calculer. Il est le suivant. Notre compétitivité par rapport à nos concurrents, à nos voisins européens, est défaillante. Elle est défaillante de l'ordre de 8 points de PIB. Alors ça ne dit pas grand-chose, 8 points de PIB. Mais je peux vous dire que c'est énorme. Parce que quand vous avez des exportations à faire sur un marché ouvert et que vous avez 8 points de PIB de plus à supporter comme charge, vous ne pouvez pas gagner la compétition. Vous êtes écarté. Et c'est ce que nous sommes depuis une vingtaine d'années. Notre balance commerciale est déficitaire année après année parce que nous ne pouvons pas produire à des coûts compétitifs. Alors c'est un véritable drame national. Et c'est ce défi-là qu'il faut relever. Alors je le relève de la manière suivante, en ce qui me concerne modestement. Je dis, si on veut regagner cette perte de compétitivité, ces fameux 8 points de PIB, on ne peut pas le faire en un an, ça serait trop dur. Et je me suis dit, on peut le faire en 10 ans. Et en 10 ans, on pourrait faire quelque chose qui serait un peu inférieur à 1 point d'ajustement par an en termes de PIB. Ça, c'est un ajustement qui est très tolérable, qui a donné maintes exemples dans l'histoire de pays développés comme nous. Alors, je me suis demandé si on pouvait faire cet effort d'à peu près 1 point de PIB par an pendant 10 ans, sans toucher le patrimoine social des Français. Et je suis arrivé, par mes calculs,
à la réponse positive. On peut le faire sans toucher l'acquis social de la France, et donc sans révolution. Alors j'ai tracé cette feuille de route, j'ai tracé ce cap, parce qu'il faut un cap. Et je n'ai jamais été contredit, ni par des économistes, ni par des hommes politiques. Parce que c'est faisable. Alors ça demande de la persistance, un peu d'obstination, mais c'est faisable. Alors, ce qui me désole dans le débat parlementaire actuel, c'est que personne n'évoque l'importance du fil conducteur. Parce que ce que je propose, qui est une réduction de la dépense publique essentiellement, on peut faire quelques aménagements à la hausse sur les impôts, mais ça sera mineur. Parce que on a déjà on tient les records en matière de prélèvement obligatoire. Alors, vouloir en rajouter, c'est à mon avis une erreur. Mais c'est donc l'essentiel de l'effort que je préconise concerne la dépense publique. Et on me dit, mais comment vous allez réduire la dépense publique de à peu près 20 milliards d'euros par an? On me dit, c'est impossible. Et je dis, c'est possible. Et comment alors? Alors, je vais vous le dire, parce que vous m'avez invité. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est réduire l'administration française. Il faut savoir que quand on compare l'administration française, par exemple, et l'administration allemande, qui n'est pas du tout sous-développée, qui donne satisfaction à son public, contrairement à la nôtre, quand on les compare, on voit que l'Allemagne a 1 million de fonctionnaires de moins que nous, alors qu'elle a une population de 16 millions de personnes en plus que nous. Alors, si vous avez 1 million de fonctionnaires en plus et 16 millions d'habitants en moins, c'est que vous n'avez pas un problème. Vous avez un monstre statistique devant vous. Vous avez quelque chose qui est inexplicable. Qui parle de ça? Personne. C'est Guillaume Roquette. Oui. Guillaume Roquette en parle quasiment à chaque émission sur ce plateau. C'est pas assez. Il faudrait que le corps politique se rende compte de ça. Alors, ce que j'ai proposé dans ma modeste contribution, c'est que on ne remplace que la moitié des agents publics qui partent à la retraite. Et si on fait ça, on économise déjà 5 milliards par an. Et 5 milliards par an, vous me direz, c'est peu par rapport à vos 20 milliards. Je dis, c'est peu, mais c'est déjà ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous mettez la Cour des comptes à examiner chapitre par chapitre, ligne par ligne, les dépenses qui sont contenues dans le budget français, je peux vous dire qu'il y aura chaque année facilement une dizaine de milliards d'économies à faire sans que l'on nuise aucunement à la santé des Français. Alors, parlons-en. La proposition, le plan est maintenant sur notre table, la table de ce plateau. Vos réactions? Je me tourne quand même vers Guillaume Roquette, qui, je pense, voilà... Il est ravi. Oui. Non, parce que comme beaucoup, je lis et j'écoute Jacques de la Rosière depuis longtemps, et c'est un homme dont à la fois l'expérience et la sagesse font que... on comprend qu'il ne s'agit pas là d'un sujet polémique. C'est simplement que si on ne fait pas cet effort de réduction des dépenses, alors l'économie française va décliner, inéluctablement. Au-delà même du poids de notre dette, il y a un problème de compétitivité. Pourquoi? Parce que cette dépense que nous avons, cette dépense supplémentaire qu'on a par rapport aux autres pays, il faut la payer. Et qui la paye? Ce sont essentiellement les entreprises, à travers un niveau de charge, un niveau d'impôt et un niveau de contrainte qui est supérieur à tous les autres pays. Donc je pense que c'est vraiment ça le chemin. Ce qui est terrible, c'est le fossé, mais abyssal, entre ce que nous dit Jacques de la Rosière et le spectacle qu'on voit chaque jour à l'Assemblée. On va y revenir dans un instant, mais puisqu'on est sur ce fond du problème, notre décrochage par rapport à nos voisins qui indéniablement s'en sortent beaucoup mieux, allons jusqu'au bout avec Renaud Pilat. Renaud, on va regarder ensemble le poids des dépenses sociales, du déficit, à quel point
Cela pèse-t-il? Prenez bien toutes vos petites affaires, et c'est effectivement important. Renaud, à quel point le poids des dépenses sociales, du déficit, etc., cela pèse-t-il plus sur nos épaules que sur n'importe quelles épaules à travers l'Europe? Le MEDEF, il faut le dire, on vous en a déjà parlé sur cette antenne hier, lance un simulateur pour calculer l'écart de salaire brut net et comparer le coût du travail en Europe. Et là, vous allez nous dire ce que ça nous raconte. Oui, alors ce simulateur créé par le MEDEF est très simple, Amélie, et très bien fait. Si on prend en France l'exemple d'un salaire brut versé par l'entreprise pour le salarié, vous enlevez 500 € de cotisation salariale, il reste donc un net de 2000 €. Maintenant, pour l'employeur, le coût global, si vous avez un brut de 2500 €, vous avez des cotisations patronales de 850 €. Si on additionne, ça veut dire que le coût total pour l'entreprise est de 3350 €, alors que vous donnez 2000 € net pour le salarié. C'est une différence considérable. Lorsque vous avez la comparaison, et ça c'est l'intérêt de ce simulateur du MEDEF. Alors on a pris les pays voisins, on a pris l'exemple de l'Italie. Eh bien, on a toujours notre salaire brut de 2500 €. On a en Italie des cotisations salariales de 230 €. Vous avez donc un salaire net de 2270 €. Et pour l'employeur, pareil, si on prend le coût global, eh bien, pour un salaire de 2500 bruts versé à un Italien, cotisation patronale plus élevé, 775 €. Le coût global pour l'entreprise est de 3275 €. Ça veut dire qu'il est plus élevé que pour l'employeur français. Renaud, les impôts augmentent, les dépenses, on en parle, et pourtant la situation, on l'a dit, elle s'aggrave. Malgré tout cet argent, la France, elle reste la lanterne rouge, en tout cas l'un des pires élèves de l'Union européenne. En réalité, souvent on vous dit sur ce plateau, quand on se compare, on se rassure, mais là, c'est loin d'être le cas. Oui, alors Amélie, je vous préviens tout de suite, chers téléspectateurs, cette carte fait extrêmement mal. Regardez cette carte de l'Europe, il n'y a que la Pologne et la Roumanie qui font plus que nous en termes de déficit du PIB, comme on dit, de la croissance. La France est à 5,4 de déficit budgétaire, la Pologne 8,5 et la Roumanie 8,7%. J'ajoute que la Pologne, des dépenses militaires énormes, 5% du PIB, 5% du PIB en termes de dépenses militaires. Donc là, on a une excuse pour la Pologne, nous, pas d'excuse, 5,4%. Mais maintenant, si on regarde l'Italie et l'Allemagne, avec qui on se compare beaucoup, eh bien l'Italie et l'Allemagne, ils sont à 2%. 2% du déficit par rapport au PIB, et tenez-vous bien, on méprisait il y a 15 ou 20 ans les pays du Club Med, on appelait ça la Grèce, le Portugal, et aussi l'Espagne. L'Espagne donc reste à moins de 6. L'Italie, la Grèce pardon, et le Portugal sont en excédent budgétaire. En excédent budgétaire. Alors il y a eu une purge au Portugal, c'est vrai, il y a 10 ans, on en a parlé sur ce plateau, mais ils sont aujourd'hui en excédent budgétaire. Je vous avais prévenu, cette carte fait mal. Merci beaucoup Renaud Pilin. Jacques Delarosière, est-ce que vous estimez que nous sommes dans une perte de contrôle total de la situation? Oui, les présentations que vous avez données sont très intéressantes parce qu'elles montrent le coût social des cotisations de caractère social qui sont très élevées en France. Je n'ai pas voulu pénétrer dans ce problème-là parce que quand vous dites ça, vous faites une critique à l'égard du coût social de la nation. Et moi, je n'ai pas voulu entrer dans ce domaine, parce que si vous faites ça, dites des choses tout à fait exactes, mais vous provoquez une réaction populaire immédiate, qui est « il veut réduire le train de vie social de la nation ». Et nous avons été l'objet d'un véritable chantage gouvernemental pendant des années. On nous a dit, vous voulez rectifier les finances publiques? Ah ben allez-y, mais vous allez avoir la révolution le jour même. Et vous ne serez pas capable de faire quoi que ce soit. Alors, j'ai pris au sérieux ce chantage. Et je me suis dit, essayons de voir si on peut rétablir la compétitivité française sans toucher le social.
dans mon fort intérieur, je pensais que ce n'était pas possible. Mais ayant fait les calculs, je suis arrivé à la possibilité, à la claire possibilité, qu'il était possible, en ne touchant que les dépenses non sociales, de réaliser l'ajustement que j'avais en tête. Et c'est très important parce que je crois que je ne trahis pas votre pensée en disant que vous êtes opposé au report de l'âge de la retraite. Vous pensez que c'est une mesure qui est trop impopulaire et qu'il faudrait concentrer les économies à faire sur les dépenses de l'État et ne pas toucher à l'âge de la retraite. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que l'âge de la retraite, d'ailleurs, n'est plus un vrai problème. Ma vue des retraites est la suivante. Je crois qu'il faut un système libéral. Il faut un système dans lequel on peut partir tôt, si on désire partir tôt. Mais on aura une retraite diminuée. Et l'ancrage de ce système, il doit être mathématique, parce que chaque année, dans un système de répartition comme le nôtre, c'est la démographie, c'est la croissance économique qui sont les déterminants de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Et donc, personnellement, je pense qu'il faut ancrer le système sur un équilibre qui est un équilibre mobile, qui peuvent changer. Une année, la démographie sera meilleure, une année, elle sera moins bonne. Et vous avez un algorithme qui vous calcule le point d'ancrage. Et une fois que vous avez calculé le point d'ancrage, vous êtes sauvé. Vous avez un système qui mathématiquement est exact. Et si vous voulez partir tôt, vous partez tôt. Si vous voulez partir tard, vous partez tard. C'est un système très libéral. Et c'est un système qui est juste, puisqu'il est fondé sur l'arithmétique d'un système qui n'est en fait que de l'arithmétique. Alors, je crois que tout le monde sera content. Et je m'étonne qu'on ne le propose pas. On en reparlera également dans quelques instants avec Thierry Breton, qui sera notre invité. Je voudrais quand même faire écouter un peu la parole à la défense à nos téléspectateurs. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Le gouvernement qui voit comme une victoire le fait que le volet recettes du budget ait été voté malgré tout à l'Assemblée ce week-end et qui assure que l'économie française tient le choc. Regardez. Nous sommes sur les rails pour 2025. Il est possible de maîtriser le déficit. Le déficit pour 2025 est ramené à 5,4% du PIB, conformément à l'attendu. Donc c'était l'engagement pris et l'engagement est tenu. Ça prouve que nous sommes capables de maîtriser nos dépenses publiques et ça prouve aussi que l'économie française tient le choc, comme l'ont démontré les dernières publications de l'INSEE. Et je pense notamment aux indicateurs qui sont plutôt positifs s'agissant de la croissance, de l'emploi ou du commerce extérieur. Valérie Nataf, on a intitulé ce grand dossier « Le grand aveuglement ». Est-ce qu'on est dans le déni quand on entend ça ? Non, je ne crois pas, mais pour rejoindre ce que disait Monsieur de la Rosière, ce qui me semble intéressant dans ce que vous proposez, passionnant même, c'est que vous vous attaquez à ce qui fait le sens de la politique. C'est préparer l'avenir. Et que ce qu'on voit en ce moment à l'Assemblée, ou dans certains comptes rendus de la porte-parole du gouvernement, c'est qu'il y a un côté court-termiste. Or, la politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de déterminer ce qui va nous arriver dans les 6 mois, 1 an qui arrivent, mais c'est de préparer le pays et donc ses habitants aux générations futures. Donc oui, il y a une forme d'aveuglement, mais qui est, si j'ose dire, à leur corps défendant, c'est à l'insu de leur plein gré, puisqu'il s'agit de colmater, comme on peut, les différentes failles, fuites que l'on peut voir. C'est-à-dire que pour le budget de la sécurité sociale, on a beau avoir une hausse de la CSG sur les revenus du capital, le budget de la sécurité sociale va s'alourdir de 3 milliards d'euros. On voit bien que dans ces conditions, il n'y a pas de cap, de trajectoire, et qu'on essaye juste d'aller à la prochaine échéance. Allez-y, Renaud. Oui, moi, il y a quelque chose qui me choque profondément ces derniers jours, ces dernières semaines, dans le débat à l'Assemblée, notamment le débat en ce moment sur le budget de la sécurité sociale, c'est qu'on voit bien, et on l'a vu là, que le coût total pour l'employeur, ce sont les charges principalement des retraites et ce sont les charges de la santé, de l'assurance maladie. On peut réduire, me semble-t-il, à la marge les dépenses de l'assurance maladie. C'est vrai, comme ça s'est fait en Allemagne, en augmentant le reste à charge. Les Allemands payent 1 à 2 à 3 euros sur des boîtes de médicaments, par exemple, ce que l'on ne fait pas. Et on ne voit pas des Allemands mal soignés dans les rues.
En revanche, là où il n'y a pas, c'est pas à la marge, c'est radicalement. Il faut arrêter de faire reposer le financement des retraites sur le travail, c'est 30 à 33%, et il faut que les retraités, je suis désolé, fassent un effort. Il faut que les retraités, notamment des classes moyennes et des classes supérieures aisées, pour leurs enfants et leurs petits-enfants, fassent pendant 3 ou 4 ans un effort, c'est-à-dire on n'indexe pas sur l'inflation, les retraites, elles sont... C'est pas qu'elles baissent, elles augmentent un petit peu moins pour que le coût du travail pour les jeunes actifs, pour la jeunesse, pour les classes moyennes soit plus important. Il faut absolument augmenter le salaire net, et le salaire net n'augmentera que si les retraités font un effort. Ce pays doit investir sur la jeunesse et non pas sur les retraités. Sur les retraites, notre invité dans un tout petit instant s'est beaucoup exprimé ces dernières heures. Il s'appelle Thierry Breton. Je voudrais vous soumettre, monsieur les mots de Thierry Breton. Il dit: en renonçant à la réforme des retraites, nous sommes le seul pays à refuser d'accepter que l'allongement de la durée de vie et la baisse de la démographie mettent en danger des régimes de retraite, plus généralement d'ailleurs la protection sociale à laquelle nous sommes à juste titre viscéralement attachés. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a raison, mais c'est pas la façon dont j'aborde le sujet que je vous ai expliqué pourquoi. Je veux revenir sur un point que vous avez fait, madame, et qui est extrêmement important. C'est que nous sommes un pays très malade. Et nous sommes un pays très malade à la fois pour des sujets de fond structurels très importants, et nous sommes malades aussi pour des raisons plus circonstancielles. Le problème que nous avons à traiter n'est pas vraiment du ressort de cette quête vers un budget pour l'année 2026. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est de savoir si, à l'issue de ce budget, on va se rapprocher un petit peu de la compétitivité internationale ou pas. Et je crains, bien que je n'ai pas tous les éléments du budget en main, et je crains que lorsque nous aurons fini cet exercice budgétaire, la manière dont nous le faisons, nous allons être plus loin de la compétitivité que nous ne l'étions au début de l'année. Alors si c'est ça, c'est une action politique dérisoire. Parce qu'il faut aider un malade, un grand malade. Et pour ça, il faut avoir un système de soins. Or, nous n'avons pas de système de soins. Nous avons quelqu'un qui ajoute un petit bout de ceci, un petit bout de cela, et ça fait quelque chose qui sera un déficit plus important que l'année dernière. Alors ça, c'est vraiment lamentable. Alors je le disais, je le promettais, Thierry Breton nous rejoint également sur ce plateau. Bonjour à vous Thierry Breton, merci beaucoup d'être notre invité. Ancien ministre des Finances bien évidemment et commissaire européen. Vous vous saluez bien sûr avec monsieur de la Rosière, c'est bien naturel. Vous écrivez également et vous publiez les 10 renoncements qui ont fait la France aux éditions Buchet-Sastel et chez Plomb. Pas d'erreur de ma part, Thierry Breton. Parfait. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, renoncement, vous parlez des renoncements. Combien de renoncements pour foncer comme nous l'avons fait dans le mur des déficits? On va le voir ensemble. Lui, il dit que nous sommes, pardonnez-moi pour les mots, ce ne sont pas les miens, planté. Je parle de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, assure avoir averti Emmanuel Macron sur l'explosion de la dette. Et demandons-nous, quand on aura étudié ces mots juste après, si tout est si noir, si nous sommes vraiment en faillite, peut-on parler de situation hors de contrôle, Thierry Breton? Et puis passer le constat, on va aussi essayer de parler des solutions, bien évidemment. Mais d'abord, donc, critiquer sur la dette, Bruno Le Maire sort du silence, règle ses comptes et fait des révélations explosives. Les 3 vérités de Bruno Le Maire, on en parle ensemble. Renaud Pila. Renaud. Bruno Le Maire a écrit une lettre pour alerter le président sur la dérive des finances publiques et pointe le refus du président de la République lui-même de l'écouter. Oui, absolument. C'est une lettre qui date du 6 avril 2024, dans laquelle Bruno Le Maire, il donne l'alerte. Il juge la gravité de la situation extrêmement forte et il met en garde le personnel politique par un courrier. Toute stratégie d'évitement est vouée à l'échec. Et il explique surtout que la dernière option qui lui restait, ce sont ces alertes. Et ces alertes, selon lui, restaient lettre morte. On écoute Bruno Le Maire. Vous avez beaucoup discuté, que vous avez à plusieurs reprises en Conseil des ministres dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois, du genre cause toujours. Il y a un moment donné, vous prenez votre plume, parce que c'est votre responsabilité de ministre des Finances.
L'ancien locataire de Bercy a pointé notamment du doigt, Renaud, le comportement de l'ensemble du pouvoir exécutif. Il pointe particulièrement du doigt le comportement d'Elisabeth Borne, alors Première ministre. Oui, alors l'anecdote, elle est racontée par Bruno Le Maire, elle remonte à 2023. Eh bien, elle estime avoir été pris en traître par celle qui était sa chef. Regardez ce qu'il dit. Début 2023, nous engageons à ma demande le rétablissement des comptes publics, économie par économie. C'est très difficile et un matin, j'allume ma radio. Et j'entends que la Première ministre, Elisabeth Borne, avec qui, dit-il, il entretient des bonnes relations, eh bien, elle a décidé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires. Alors là, lorsqu'on augmente le point d'indice des fonctionnaires, c'est extrêmement cher, 7,8 milliards d'euros. Il a également dénoncé ces dernières semaines l'attitude, Renaud, des partis politiques. Oui, alors là, tout le monde en prend pour son grade, Amélie. Il accuse les pouvoirs politiques d'avoir creusé la dette publique de 1000 milliards d'euros. Et il s'est défendu dans un podcast très intéressant, animé par François Langlais, que l'on connaît très bien, sur TF1 il y a quelques jours. Eh bien, il dénonce l'hypocrisie de tous les responsables politiques. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire. Quelle fourberie! Quelle fourberie d'abord de la part de tous ceux qui, pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, n'ont cessé de me demander de dépenser plus. Ils venaient tous gémir, pleurer dans mon bureau pour que je dépense plus. Ils ont tous déposé des amendements qui représentent des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Mais tous, la droite, les oppositions, le Rassemblement national, tous. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui viennent me dire 1000 milliards d'euros de dette. Quelle fourberie. Alors Emmanuel Macron qui aurait fait la sourde oreille, c'est une omission d'État selon la France Insoumise. Du côté du Rassemblement national, on fustige un énorme scandale d'État. Dans un tweet notamment que vous voyez ici, signé Guillaume Bigot, énorme scandale d'État. Emmanuel Macron savait et a fait dissimuler le dérapage des comptes publics avant les élections. Scandale d'État, Thierry Breton, peut-on aujourd'hui, parlez-vous de scandale d'État? Non, c'est pas moi qui en parle, c'est ce monsieur Bigot, là, je ne connais pas, et c'est vous qui me posez la question, mais non, personne n'a cette information. Vous savez, je crois qu'il faut, si vous le permettez, revenir à la gouvernance. Je suis assez étonné que dans notre pays, en ce moment, on est en état de droit. On fonctionne. Il y a des règles de gouvernance. Et c'est ce qui fait la force du reste de nos démocraties. On en parle, et c'est dans un état de droit, on prend des décisions, elles sont prises par ceux qui sont habilités pour les prendre. Lorsqu'on est ministre des Finances, si vous permettez, parce que je vais vous répondre, moi en tant qu'ancien ministre des Finances, c'est peut-être ce que vous voulez entendre en m'invitant aujourd'hui. Je ne vous cache pas, en effet, oui. Ça arrive tous les jours, que précisément, il y a des situations dont on estime, est-ce qualité? On force jamais personne à être ministre, hein, et encore moins ministre des Finances. Si on l'accepte, il faut accepter les règles. Les règles, c'est que quand vous voyez, par exemple, qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui était prévu, ça arrive très souvent. Parce que les budgets, les enquêtes, on sait que partout, dans les journaux, dans les entreprises, on commence à les faire au début de l'année, la fin de l'année, c'est jamais comme ça c'est prévu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévient, évidemment, on informe ce qu'on doit informer. Et en l'occurrence, encore heureux qu'il a informé. On a l'impression de dire que mais c'est extraordinaire, j'informe, je prends ma plume. Mais pardon, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, vous devez informer. Alors la question qu'il faut se poser... Il y a plusieurs sujets qui interrogent. De devoir écrire un courrier au président de la République quand on est ministre en pleine crise économique, on dit que les relations ne sont quand même pas très fluides. C'est parfaitement normal, ça m'est arrivé. La question qu'on peut se poser, c'est que, évidemment, il est au sein d'un exécutif. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a écrit la même lettre à son Premier ministre? Je crois que c'était M. Attal. Parce qu'évidemment, c'est M. Attal qui doit être informé, puisqu'il appartient à l'exécutif de M. Attal. C'était aussi Elisabeth Borne, un tout petit peu avant. Avant Elisabeth Borne, donc la lettre, mais je crois que la lettre elle est d'avril 2024. Oui. Avril 2024, exactement. Je crois me souvenir, mais enfin il y en a eu beaucoup, donc je crois me souvenir qu'en janvier 2024, on a eu un changement. J'expliquais juste qu'un peu avant, c'était Elisabeth Borne qui était donc en fait, première question, il y a un dérapage, ça peut arriver. Et encore une fois, c'est pas une science exacte, mais on a la responsabilité évidemment de prendre les décisions qu'on estime devoir prendre. Est-ce qualité? Donc on informe. Alors d'abord,
est-ce que c'est le Premier ministre? Oui, ça doit être le Premier ministre. Ça peut être aussi le Président de la République, parce que derrière, ça peut évidemment nécessiter une loi. Qui va faire la loi? C'est évidemment l'exécutif. Elle va être discutée quand? C'est-à-dire en Conseil des ministres. Donc c'est pas non plus anormal. Mais encore à une fois, suivre Thierry Breton, le sujet donc n'est pas Bruno Le Maire et ses démarches. Le sujet, c'est que Emmanuel Macron et d'autres, ou Elisabeth Borne puis Gabriel Attal, aient fait la sourde oreille. C'est ça le problème. Je ne sais pas s'ils ont fait la sourde oreille. Si. Mais puisqu'encore une fois... C'est ce qu'il raconte. Attendez, pardon. Mais à partir du moment où la décision a été prise, c'est qu'ils voulaient proposer quelque chose pour corriger la trajectoire. Oui. Et un projet de loi de rectificatif qui a été refusé. Emmanuel Macron lui a dit non. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre quiconque ou accuser quiconque. Vous avez bien compris ma position. Oui. Mais donc, si jamais il n'a pas démissionné, c'est que donc il a accepté. C'est que donc l'ensemble de l'exécutif, pardon de le dire, mais monsieur, moi, j'ai connu ça. Lorsque j'ai estimé qu'il y avait des problèmes de gouvernance, pardon de parler de moi, mais enfin, je suis là pour ça, c'est pour ça que vous m'invitez, j'ai démissionné. Parce que j'ai estimé qu'il y avait des problèmes de gouvernance à la Commission. C'est normal. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, encore une fois, un exécutif, c'est pas uniquement un ministre des Finances. C'est un ensemble. Il est constitué de l'ensemble des ministres, du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République. Donc, s'ils estiment ensemble, et c'est l'ensemble de l'exécutif qui doit s'exprimer, que finalement, il n'y avait pas de besoin d'avoir une loi rectificative, c'est qu'ils l'ont estimé. Il faut maintenant les interroger. Pourquoi? Alors, Valérie Nataf. Je trouve que il y a effectivement tort partagé, si j'ose dire, comme dans tous les divorces, c'est toujours comme ça. Il y a effectivement la demande par Bruno Le Maire d'un projet de loi rectificatif qui ne lui a pas été accordé par le reste de l'exécutif, Premier ministre, mais vraisemblablement le Président de la République. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, et c'est en cela que la position de Bruno Le Maire est parfois difficilement compréhensible, c'est qu'il n'a pas démissionné. Il s'en explique dans un certain nombre d'interventions médiatiques en disant qu'il ne voulait pas abandonner le navire. Non, mais pardon, ce que je veux dire, c'est pour ça que je disais tort partagé. Pardon, mais il n'y a pas de tort partagé. On n'est pas dans des problèmes de posture. On est dans des problèmes de responsabilité. On n'est pas dans des problèmes moraux. On est dans des problèmes de responsabilité. Vous êtes ministre, vous avez la responsabilité des comptes publics. Le travail d'un ministre des Finances, c'est de dire non. C'est de dire non toujours. Parce qu'évidemment, tous vos collègues ne cessent de vous demander d'avoir évidemment des rallonges. C'est normal. Bon, donc c'est pas la première fois. Ou alors il ne faut pas accepter le job. Donc, encore une fois, on fait des propositions. Et si jamais on estime que ces propositions ne vont pas dans le bon sens, on démissionne. Si on reste, ça veut dire qu'évidemment, on fait partie de l'exécutif qui, dans sa globalité, a accepté la solution. Donc je ne vois pas, encore une fois, et puis deuxièmement, ce que je voulais vous dire, je vois que tout le monde dit « incroyable, il y a écrit secret ». Évidemment, moi, quand j'écrivais à mon Premier ministre, qui était Jean-Pierre Raffarin, puis Dominique de Villepin, quelquefois au Président de la République, et qu'il y avait des informations, comme qu'on dit dans notre jargon, être market sensitive, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles, non pas au regard de la représentation nationale, tout est transparent, mais au regard des marchés. Parce que si jamais vous allez dire, cette note, attention, je vais dériver, comme on emprunte à l'époque en gros 285 milliards, vous imaginez les conséquences sur les marchés. Donc encore heureux qu'il y ait écrit secret, mais ce n'est pas écrit secret pour cacher. Ce qui me choque, c'est que dans notre pays, on a des problèmes d'éducation et de gouvernance. Ce que je viens de vous dire, c'est la gouvernance. C'est parfaitement normal que quand on écrit quand on donne des informations qui sont des informations financières au Premier ministre, au Président de la République, on met de secret. C'est pas pour cacher. 2, quand on le fait, c'est parce qu'on doit le faire et il était dans l'obligation de le faire. 3, on prend à ce moment-là une décision collective. Ça s'appelle un arbitrage. On gagne des arbitrages ou on les perd. Il le perd. S'il estime qu'il le perd mais que c'est pas grave, il reste. S'il estime qu'il le perd et que c'est grave, il s'en va. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Guillaume Roquette. Donc, pour que les choses soient bien claires, à sa place, vous auriez démissionné. Mais je ne sais pas, je ne connais pas la situation. Je ne peux absolument pas vous la connaissez. Non, pardon. Il y a un dérapage gravissime. Il y a un dérapage gravissime. Moi, je sais, Guillaume Roquette. Et donc, pardon, je termine juste. Et Bruno Le Maire dit au président, il faut absolument faire un projet de loi rectificatif. Celui-ci répond non. Donc, ça veut dire, la situation n'est pas si grave. C'est ce que pensait Emmanuel Macron. Guillaume Roquette, vous avez, je crois, puisqu'on en a parlé, vous avez eu la bienveillance de lire mon livre. Dans mon livre, Les 10 renoncements qui ont fait la France, je raconte comment, lorsque j'arrive à Bercy, tous les directeurs me disent, je dis moi tout de suite, moi je suis là pour tenir les engagements de la France, puisque je suis dépositaire des traités qui me concernent, c'est-à-dire notamment le traité de Maastricht. Et on était 3%. Et on était à 3,7%.
Et je dis, bien, on sera à 3%. Mais Guillaume Roquette, ils viennent tous dans mon bureau le soir même, mes directeurs, le directeur du Trésor, du budget, des impôts. Ils disent, monsieur le ministre, ça n'arrivera pas. Je leur dis, écoutez, la réunion est terminée, demain matin on travaille tout le week-end. Et on travaille, et on met des plans. Et on le fait. Donc encore une fois, c'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Encore une fois, il ne faut pas croire encore une fois que des finances publiques, c'est mécanique. Ce ne sont que des combats. Donc si jamais il estime que ce combat, il peut le gagner, il reste. S'il estime qu'il ne peut pas le gagner, il part. Je n'ai absolument aucune information là-dessus. Ce que je peux dire, c'est, je le répète, parce que je crois que c'est très important pour nos téléspectateurs, il est parfaitement normal, il n'y a rien d'exceptionnel. On a l'impression de dire, on a découvert la note secrète, etc. Ben, c'est parfaitement normal que quand on voit quelque chose qui n'est pas conforme, on informe ses supérieurs, c'est-à-dire le Premier ministre ou le Président de la République. 2, il est parfaitement normal ensuite que l'exécutif décide ce qu'il va faire. 3, l'exécutif prend sa décision. En l'occurrence, si j'ai bien compris, c'était de ne pas avoir une loi rectificative. 4, si jamais le ministre n'est pas d'accord parce qu'il trouve que ça ne va pas, il démissionne. S'il ne démissionne pas, il est adoubé, donc ça veut dire qu'il a avalisé la situation. Je voudrais vous soumettre tous les mots forts qui émergent depuis quelques heures. On a soumis la question du scandale d'État. Je vais vous poser la question du mensonge, parce que la question lui est posée à Bruno Le Maire et elle lui revient régulièrement comme un boomerang. La question, c'est: des informations ont-elles été cachées? On va écouter sa réponse et vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Regardez. On ne ment pas aux Français. Je n'ai jamais menti aux Français. Je suis toujours celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes. Celui qui a fait le 20h de TF1 pour annoncer de manière très impopulaire que la situation des finances publiques exigeait qu'on renonce à l'allègement des factures d'électricité. C'est qui? C'est qui celui qui a affronté l'impopularité? La question du mensonge va remonter de quelques degrés. Déjà, la France insoumise parle de l'omission d'État. La question du mensonge français, les informations cachées, ne serait-ce que possible au regard de votre expérience? Donc, je ne suis vraiment pas là pour juger, car je n'ai aucun élément. Je vous demande de partager votre expérience sur le sujet. Mensonge, à partir du moment où il le dit lui-même, qu'il a informé, c'est ce que j'entends, je ne sais pas du tout les situations qu'il avait en main, je ne sais pas du tout quelle était la situation de la France. Donc, s'il dit qu'il a informé les Français, moi je connais bien Bruno Le Maire, je suis convaincu qu'il dit la vérité. Ensuite, il faut voir effectivement devant s'il y a des commissions, qu'est-ce qui a été dit, mais je ne sais pas tout ça. Donc il y a deux choses, et je crois qu'il faut bien faire la distinction. Il y a le moment où on découvre, et ça arrive souvent, que finalement il y a une trajectoire qui n'est pas exactement conforme à ce qui était prévu. Eh bien, en votre avis de conscience, vous prenez la décision, encore une fois, d'informer qui de droit. Deuxièmement, on se réunit. Il y a eu effectivement soit une réunion, soit pas de réunion. Je ne sais pas comment fonctionnait l'État à ce moment-là entre le Président de la République, le Premier ministre, l'exécutif. Mais à la fin, il y a une expression qui est évidemment celle de l'exécutif. Il a été décidé de ne pas avoir de projet de loi rectificatif, dont acte. Derrière, qu'est-ce qui a été dit? Il dit là à l'instant, puisque je le découvre avec vous à votre écran, qu'il a dit la vérité, qu'il était allé annoncer aux Français. Très bien, dont acte. Et donc on avance. Mais il ne dit pas que ça. Il y a la question, on va avancer maintenant sur le fond. Il assure que l'État n'est pas tenu. En fait, il raconte son affaire avec Elisabeth Borne quand il dit « Moi, j'écoute la radio et j'apprends qu'elle change le point d'indice des fonctionnaires. La facture, c'est 7,8 milliards. » Il n'est pas au courant, tout ministre de l'économie qu'il est. Alors, il le fait savoir. Il a piqué une grosse colère. Et il dit « Ce ne sont pas mes mots, mais voilà, j'ai gueulé. On ne peut pas fonctionner comme ça. L'État n'est pas tenu. » Est-ce que, à l'époque, mais encore aujourd'hui, donc j'élargis ma question, est-ce que vous estimez, Thierry Breton, que l'État français n'est pas tenu? Non, je ne peux absolument pas dire ça. L'État me semble parfaitement tenu. L'administration des finances, je la connais bien. Elle tient nos affaires. Après, les politiques prennent leurs décisions. La question que vous me posez, elle est simple. C'est pas l'État. L'État, il est tenu. Les fonctionnaires de Bercy sont tenus. La question que vous me posez, c'est est-ce qu'il est normal, c'est ce que je crois lire à travers vos propos, est-ce qu'il est normal que la Première ministre prenne une décision de cette nature sans en informer son ministre des Finances? La réponse semble être non. Mais c'est toujours pareil. Après ça, ce sont les personnalités. Si jamais on estime que c'est pas bien et qu'on n'est pas content, mais on démissionne. Bruno Le Maire, il est resté 7 ans, il a estimé qu'il pouvait rester 7 ans, dont acte. Et encore une fois, je ne porte aucun jugement là-dessus. Je dis que, vous savez, quand on est ministre des Finances, c'est un exercice c'est une mission qui est très difficile, parce que précisément on est là pour tenir le maximum les cordons de la bourse, c'est-à-dire l'argent des Français, et croyez-moi que c'est difficile. Donc quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ouvre une brèche, vous en tirez les conséquences. Soit vous dites non, on ne va pas le faire,
Mais encore une fois, soit si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai connu ça aussi à la Commission européenne, pardon de vous le dire. J'ai eu des moments où, effectivement, c'était public, donc j'en parle, avec Mme von der Leyen, j'ai pas été d'accord sur la gouvernance, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait ce qu'il fallait faire, jusqu'à un moment où j'ai tiré les conséquences, voilà. Et puis on n'en fait pas un drame. C'est normal, c'est la vie de celles et ceux qui choisissent. Parce que personne n'est forcé d'être ou ministre des Finances, ou Premier ministre, ou commissaire européen. Et quand on accepte, on accepte les règles du jeu, y compris celles que je viens de décrire. Guillaume Roquette, allez-y. Oui, en fait, il y a deux choses dans ce dérapage. Il y a d'une part, effectivement, la dimension politique, c'est-à-dire que les gouvernants ont choisi de ne pas être... Pardonnez-moi, je dois vous interrompre. Les avocats de Nicolas Sarkozy s'expriment. Pardonnez-moi, ça tombe en direct, on n'était pas prévenus. Bon, voilà, il n'y aura pas d'expression à ce stade. On va tendre les micros jusqu'au bout, bien évidemment. La réaction, le moindre mot. Voilà, il n'y aura pas de réaction à ce stade. On va continuer, vous l'avez compris, de tendre l'oreille et d'essayer de capter toute réaction qui tomberait sur ce volet-là de l'actualité de la journée, bien évidemment. Pardonnez-moi, c'était un peu brutal. Guillaume Roquette, je vous en prie, poursuivez. Oui, dans ce dérapage, il y a deux dimensions. Il y a la dimension politique qui est qu'on a choisi de ne pas faire une loi pour serrer les boulons, en gros. C'est cette fameuse loi de finances rectificative que le président de la République a refusée. Et puis, il y a ce mauvais calcul des recettes. C'est-à-dire que si, en 2024, le déficit a été bien plus élevé que ce qu'on imaginait, c'est parce que si on fait l'addition sur les 2 années 2023-2024, on s'est planté de 60 milliards, c'est quand même une somme gigantesque, sur les recettes fiscales. Vous pensez que... alors il y a une commission d'enquête qui a dit c'est une erreur technique. Il n'y a pas un problème quand même à la tête de Bercy de se tromper à ce point dans les recettes à venir? Bien sûr, pour les Français, je les comprends, 60 milliards, comme vous venez de le dire à l'instant, Guillaume Roquette, c'est une somme gigantesque. C'est... Pardon de le dire, mais c'est exactement 3 enfin, ça fait, donc vous voyez, les recettes, c'est 1500 milliards. Donc c'est pas non plus, c'est pas, voilà, je dis pas que c'est l'épaisseur du trait, mais c'est 1500 milliards de recettes, et c'est 60 milliards, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que pourquoi? Parce que nos recettes, on le sait, elles sont assises sur quoi? Sur la consommation, c'est-à-dire sur la TVA, elles sont assises sur le travail, vous venez d'en parler, il y en a plus ou il y en a moins. Elles sont assises sur les rémunérations. Donc elles sont assises sur un certain nombre d'éléments qui, par définition, sont fluctuants. Donc, encore une fois, on fait des estimations, mais ce n'est pas une science exacte. La vraie question, c'est toujours en permanence, c'est, quand je vais vous répondre vraiment, pardon de reparler de moi, mais pour éviter ce genre de problème, lorsque je suis arrivé à Bercy, on avait des objectifs, nous-mêmes, précisément, à l'année. Ben moi, je les ai mis à 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, je donnais des objectifs à l'ensemble des hauts fonctionnaires de Bercy, non pas sur l'année, mais sur 6 mois, parce que précisément, je voulais être en permanence en suivi, voir tout de suite s'il y avait quelque chose pour corriger dans l'instant T. C'est du management. C'est ça dont il s'agit. Donc effectivement, quand vous voyez des dérives, et ça arrive tous les jours, le problème, c'est d'avoir suffisamment de systèmes pour que vous en soyez informés et que vous ayez ensuite la force, le leadership et l'architecture, je dirais, managériale pour prendre les décisions immédiates. C'est pas encore une fois une dérive secrète. Ça, Guillaume, ça arrive tous les jours. Les dérives. Vous le savez, dans l'entreprise, une entreprise, ça n'a strictement rien à voir avec un État, mais c'est pareil, les dérives, il faut en être prévenu instantanément, le plus tôt possible. Il faut aussi que les fonctionnaires le fassent, parce que souvent ils le cachent. Hein. Donc il faut que vous leur demandiez d'avoir la copie, et puis après ça, il faut agir. Voilà, donc bienvenue à Bercy. C'est ça la vie d'un ministre à Bercy. Tous les jours. Lui, il est resté 7 ans. Renaud Pilat, et puis après, je voudrais avancer avec vous sur les prescriptions, peut-être les solutions que vous avez à nous apporter. On en reparle dans un instant, mais donc Renaud, vous avez aussi une question, une intervention? Oui, une question. Thierry Breton, vous expliquez très bien la pédagogie qu'il faut faire effectivement sur les recettes. Mais je peux vous dire que, et notamment dans l'électorat d'Emmanuel Macron, où il y a énormément de chefs d'entreprise, de patrons de PME, d'artisans, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, effectivement, honnêtement, c'est pas 10 milliards, c'est 60 milliards. Et ce que j'ai énormément entendu de la part de ces chefs d'entreprise, si moi, dans ma boîte, j'avais un dérapage de 7, 8, 9%, si c'est une grosse boîte, l'action perdait 25% ou 30%, il n'y a pas de sanction chez les Français, ou si c'est et ben dans ce cas-là, le comptable était viré. Et dernière chose,
ce que décrit Bruno Le Maire sur la gouvernance depuis 10 ans, 12 ans, mais c'est catastrophique. Les gens qui nous regardent, vous vous rendez compte, le Premier ministre, pas au courant, mais pas au courant, le ministre de l'économie et des finances, le président est court-circuité par des ministres, vous allez dire ça arrive tout le temps, mais ça, du coup ça fait 30 ans qu'on augmente la dette, c'est catastrophique. Non, ne me faites pas dire ça. Non, mais absolument pas c'est ce que j'entends du tableau. Deuxièmement, on ne parle pas de Bruno Le Maire. On ne parle pas de 10 ans, de 12 ans, on parle que de 7 ans, c'est déjà beaucoup. Et vous avez été le seul avec Copé à réduire le déficit budgétaire. Je rends à César ce qu'il a dit. Je vous remercie de le dire, mais je n'étais pas venu pour ça, mais puisque vous le dites, j'en prends acte. Mais je vous ai dit aussi comment ça s'est fait. Ça s'est fait juste en manageant. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait en respectant la gouvernance. Ça s'est fait comme ça. Alors maintenant, vous me dites, et je ne veux pas le minimiser, vous me dites, mais j'ai été aussi, figurez-vous, ça ne vous a pas échappé, chef d'entreprise. J'ai été président de plusieurs entreprises du CAC 40. J'étais aussi président de PME, j'ai créé ma première PME, j'avais 26 ans. Donc je suis un peu passé par tout ça. Quand on parle de 60 milliards, ça représente exactement entre 3 et 4% des recettes de l'État. Vous allez montrez-moi un chef d'entreprise qui sait exactement faire son budget à 3 ou 4%, ben, vous me l'amenez. Donc, c'est ça dont il s'agit. Sauf que les montants sont très importants. Mais vous voyez, on ne fait pas cette pédagogie. Et j'accuse personne. Vous-même, vous dites, 60 milliards, regardez, c'est vrai que c'est énorme. Sur 1500 milliards. Donc, ça ne veut pas dire que c'est l'épaisseur du trait du tout. Ça veut dire, faites le calcul, 1500, ça fait 60 sur 1500, ça va faire à peu près 4%. Bon, voilà, c'est beaucoup. La question, c'est de savoir quand on est prévenu et quelles sont les mesures correctrices qu'il faut prendre. Et moi, j'ai toujours favorisé, dans mon exercice ministériel, d'essayer de prendre des mesures correctrices moi-même, avant que d'aller solliciter la représentation nationale. Parce que c'est très compliqué, parce que ça affaiblit la France. Regardez le débat que ça crée. Parce qu'on a l'impression que les affaires ne sont pas tenues, parce qu'on a l'impression qu'on cache, parce qu'on a l'impression que les marchés ne sont pas informés. Donc on a toujours intérêt, moralité, à avoir à Bercy de la poigne. Alors, parce que c'est ça le rôle. Regardez ce que Turgot a fait, puisque c'était dans mon livre. Aussi, Thierry Breton, Turgot a réussi à remettre les finances publiques à peu près. J'essaye de faire la transition parfaite, Thierry Breton, mais il faut qu'on parle de solutions, parce que c'est ce qu'attendent aussi, bien sûr, nos téléspectateurs. Je sais que dans le Parisien, vous avez reparlé de la règle d'or dans la Constitution, comme en Allemagne, elle limite constitutionnellement les déficits budgétaires. Mais je vais vous demander s'il faut aller vers un automne des réformes, parce que c'est ce qu'il met sur la table, le chancelier allemand, en ce moment, avec sa coalition gouvernementale. De grands changements pour relancer la première économie d'Europe. On va regarder les mots du chancelier Merz, s'il vous plaît. Il veut des réformes courageuses. Il dit qu'elles sont nécessaires. Il en va ni plus ni moins de l'avenir de notre pays, de notre façon de vivre, d'être ensemble, de travailler, de gérer l'économie et de la pérennité ou non de nos valeurs. Il n'y a plus de temps à perdre, dit donc le chancelier qui a lancé son automne des réformes. On en parle ensemble. Renaud Pilat, l'automne des réformes. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, on a deux mesures emblématiques. D'abord, pour inciter au maintien de la reprise d'activité des retraités. C'est ce que les Allemands appellent la retraite active. La retraite active, c'est quoi ? Eh bien, on exonère d'impôt sur le revenu dans une limite de 2 000 € mensuels sans que cela affecte le montant de leur pension. Il faut savoir que plus d'1 million d'Allemands travaillent déjà au-delà de l'âge de la retraite. 230 000 d'entre eux seraient concernés par cette mesure, les autres étant déjà exonérés d'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, en Allemagne, vous voyez, pour ceux qui vont en Allemagne, dans les aéroports, dans d'autres services, effectivement, des personnes de 66, 67 ans qui travaillent. Deuxième mesure qui fait énormément parler, c'est la retraite anticipée. Il s'agit de partir plus tôt, mais d'anticiper dès le plus jeune âge sa préparation à la retraite en incitant à la capitalisation. L'idée est simple, vous avez l'État qui verse chaque mois sur un compte 10 € à tous les enfants, scolarisés de 6 ans jusqu'à la majorité. À 18 ans, ça fait 200 000 €. Plus de 600 000 élèves sont susceptibles d'en bénéficier à partir du 1er janvier 2026. 2 000 €, pas 200 000. 200 000, pardon. Le capital et ses intérêts exonérés d'impôts ne pourront être versés qu'à l'âge de la retraite. C'est un encouragement que les Allemands utilisent avec le compte épargne retraite. Merci beaucoup Renaud. Thierry Breton, vers un automne des réformes, c'est ça votre prescription ? Non, ma prescription, je n'ai pas la prétention d'avoir une prescription, mais j'ai essayé effectivement dans ce livre d'abord de tirer les leçons que l'histoire nous apprend des grands renoncements, parce qu'évidemment on le voit, on est en train de vivre un grand renoncement, et ça ne date pas évidemment d'aujourd'hui. Il démarre progressivement à partir de 1974, dernière année où on a un budget à l'équilibre, et puis on va s'enfoncer. On sait le rôle
très important qu'a joué l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. C'est lui qui va créer la dette de la France pour financer notre bien-être social, et je pense en particulier à la réduction du temps de travail. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, c'est 20% de dette par rapport au PIB pour la France. Lorsqu'il va quitter le pouvoir 14 ans plus tard, c'est 53%. Et évidemment, entre-temps, il y a eu ce projet, ces acquis, il ne faut pas les nier. C'était le projet porté par François Mitterrand, c'est-à-dire on va redonner du temps libre aux Français. La retraite à 60 ans. La retraite qui passe de 65 à 60 ans, ça a été la 5e semaine de congé payé, ça a été les 40 heures qui passent à 39 puis à 35. Le ministère du temps libre. Le ministère du temps libre avec monsieur Henry, qui est resté, il a été que ministère du temps libre, mais ça a dû l'épuiser. Et derrière, évidemment, on ne pouvait pas le financer. Donc la dette a commencé à financer ce bien-être social. Sauf que ça fait partie maintenant de notre ADN. Et voyez-vous, dans ce livre, j'ai essayé de détricoter ce qui est dans notre ADN et qui fait qu'il y a des grands moments de notre histoire où on a renoncé, c'en est certain, pour les mettre à plat et mieux rebondir. Et donc derrière, évidemment, j'essaye ensuite d'en tirer les conclusions de ce que nous sommes aussi, parce que c'est ce que nous sommes, au fond, tout ça. Notre modèle social. Si on a tellement de mal aujourd'hui à revenir, et pourquoi je suis, vous m'avez entendu, très inquiet du fait qu'on ait suspendu, en clair renoncé à cette fameuse réforme des retraites. Parce que pendant 7 ans, à juste titre, le président de la République nous a dit que par rapport à notre modèle, qui je rappelle est un modèle par répartition, et où c'est le travail qui supporte le financement notamment de notre État-providence, c'est le travail. Donc c'est ce qu'on a choisi, voilà, c'est le Conseil national de la résistance. Ça aussi, depuis 1943, c'est notre modèle social auquel nous sommes tous très attachés. C'est absurde. Sauf qu'aujourd'hui, on peut plus le financer. Donc évidemment, derrière, il y a moins d'actifs au travail, enfin en tout cas, on part plutôt à la retraite, et il y a une démographie qui n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans, et on sait qu'il y a l'allongement de la durée de vie. Donc il est impératif de le faire. On avait enfin réussi à mettre, je dirais, de nouveau, la voiture France dans le bon ordre. Alors on passait de 62,9 années à 64. Il faut travailler plus comme tous les autres pays européens et tous les autres pays du monde. Et puis patatras, pour un petit moment de répit, eh bien, on annule, on reporte, mais c'est-à-dire qu'on va tout rediscuter de nouveau. On a donc, en 2027, 2017-2027, 10 ans perdus. Et pendant ce temps-là, vous voyez ce qui se passe en Allemagne. On fait les réformes. Donc c'est ça qui fait que je dis, dans l'histoire, on apprend que tout renoncement, suspension vos renoncements, à des réformes importantes, se paye toujours au prix fort. Et systématiquement, on va vous dire, on les fait parce que, voilà, on est un peu habile, on gagne un peu de temps, on a de la stabilité. La France ne gagne jamais. Alors je voulais juste préciser que le chancelier Merz, il exhorte à réformer, mais avec mesure. Il dit une réforme sociale ne se règle pas à la tronçonneuse. Guillaume Roquette. Et que répondez-vous, Thierry Breton, à Jacques de la Rosière, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes, qui n'est pas un marxiste échevelé, et qui pourtant dit « Moi, je ne toucherai pas à l'âge de la retraite parce que c'est trop impopulaire, et je préfère que les économies, on les fasse sur les dépenses de l'État plutôt que sur notre modèle social ». Je réponds 2 choses. Dépenses de l'État, 350 milliards. État-providence, 900 milliards. Le sujet, c'est notre État-providence. Sur les dépenses de l'État, 350 milliards, si vous faites 10%, ce sera déjà énorme. Ça fait 35 milliards. Notre différentiel, Guillaume Roquette, entre le déficit que nous créons tous les ans, 5%, et les recettes, c'est 150 milliards. Et donc 30 milliards sur 150 milliards, c'est pas les purs. Le sujet pour nous, c'est précisément le financement de notre État-providence, qui a 2 piliers, les retraites, financées, c'est comme ça, c'est financé par répartition, et l'ensemble de la sphère sociale et de l'ensemble de la santé. Et il faut qu'on le préserve, il faut donc travailler autrement. Donc il a raison, mais la France n'en est pas là aujourd'hui. La France n'est pas prête à ça. Bien sûr, j'adorerais faire ce qu'il dit, parce que c'est effectivement la logique. La France n'est pas prête à abandonner son régime par répartition. Il faut progressivement commencer à mettre, peut-être progressivement, ce que fait en fait Friedrich Merz. C'est-à-dire, comme qu'est-ce qu'il fait ? Il recrée un petit peu les retraites par capitalisation. Mais on ne peut pas le faire de façon si brutale. On parle de Milei tout à l'heure. Milei, la tronçonneuse, ça a peut-être marché en Argentine, on verra. Ça ne peut pas marcher en France. Parce que notre État-providence, c'est encore une fois notre socle, c'est ce que nous apprend notre histoire. On peut le regretter, c'est comme ça que le général de Gaulle a reconstruit la France, il lui a redonné son honneur. On ne peut pas le saccager à coups de tronçonneuse. Donc il faut faire, c'est ce que je propose dans le livre, 10 solutions, 10 cheminements, dont évidemment, pour nous forcer, je dirais, à avoir de nouveau cette discipline, peut-être faire ce que les Allemands ont décidé à faire en 2009 et 2010, c'est-à-dire avoir nous aussi
C'était du reste un peu l'engagement qu'on avait pris implicitement, une règle d'or, comme les Allemands l'ont fait. Alors c'est pas obligé de la mettre à 0, on peut mettre moins 0,5, on peut mettre moins 1, on peut l'adapter, mais qui va donner encore une fois le cap et faire en sorte que plus jamais ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et pardon de le dire, qui donne quand même une image épouvantable de notre pays, pardon de le dire, mais je voyage comme vous, mais parce qu'on voit tout le monde qui s'invective. D'abord, il n'y a plus de respect, vous le voyez bien, et puis derrière, on voit bien que ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, on est le pays qui a les plus hauts taux de prélèvement obligatoire, on a 45 milliards d'impôts de plus, parce qu'on n'a pas le courage, encore une fois, de poser les problèmes comme on les pose ce soir autour de ce plateau, en disant voilà le problème que nous avons, adressons-le progressivement. Il ne s'agit pas de le faire en un an, progressivement. Disons qu'effectivement, ces 900 milliards, ils ont une utilité pour nous, puisque c'est notre État-providence, mais on ne peut plus se les payer. Je le répète pour nos téléspectateurs, 5% de déficit. Ça fait 6 ans qu'on est à 5% de déficit. 6 ans fois 150 milliards, ça fait 900 milliards. Cherchez l'erreur, voilà d'où ils viennent, les 1000 milliards. Valérie Nataf. Oui, vous avez dit que Friedrich Merz avait eu des mots forts. Vous avez raison. Mais c'est les mêmes mots qu'a utilisé François Bayrou. Avant lui, Michel Barnier. Aujourd'hui, peut-être Sébastien Lecornu. Ce qui prouve bien qu'on ne peut pas, comme vous l'avez dit, monsieur, brutaliser le corps social pour aboutir à ces réformes que d'aucuns considèrent comme absolument indispensables. Et quand je dis que d'aucuns considèrent comme indispensables, c'est que, une fois de plus, pardon, mais c'est une blessure démocratique pour nous. La parole politique est totalement décrédibilisée. Je suis à 100% d'accord avec vous. Comment peut-on expliquer depuis 2023 que cette réforme des retraites est absolument indispensable? Je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est pas mauvaise, ou qu'elle est mauvaise, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais on ne peut pas nous expliquer pendant 2 ans, comme si nous étions des élèves en classe, que c'est pour notre bien, qu'il faut qu'on le fasse, et quelques mois plus tard, décider de la suspendre. Comment faire pour croire nos politiques? Comment croire qu'ils nous indiquent un chemin? Moi, en tout cas, je suis perdu. Et Madame Nataf, je n'aurais pas dit mieux. C'est la raison pour laquelle je suis extraordinairement préoccupé par ce qui se passe en ce moment. Ou précisément pour cette raison, on a dit tout ce que vous avez dit à nos compatriotes. Et ils l'ont entendu, peu ou prou, parce qu'au fond, ils savent bien qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Et on vient de leur dire non. Paris vaut bien une messe. Un plat de lentilles pour avoir un petit peu de stabilité. Mais la stabilité, on en est à 5 gouvernements depuis la dissolution. Les entreprises, elles ont déjà intégré ça. Et puis, il y a une autre dimension qui, moi, me préoccupe énormément. Vous faisiez référence à nos compatriotes à juste titre. Mais il y a aussi tous nos partenaires. Vous imaginez comment on regarde la France aujourd'hui ? Le dernier élève de la classe européenne, qui ne tient pas ses objectifs depuis 2013. Depuis 2013, Friedrich Merz, il peut tenir ses propos, parce que l'Allemagne est à 62% d'endettement par rapport au PIB. La France est à 114. Depuis 2013, Madame Carwer, tous les ans, l'Allemagne a tenu les objectifs qui sont les objectifs de l'Europe pour avoir une stabilité de l'euro. Depuis 2013, Madame Carwer, tous les ans, la France ne les a pas tenus. Et en 2024, on rechange le pacte de stabilité pour accommoder la France. Et en 2025, il faut faire un budget à 45 milliards, c'est ce qu'a présenté François Bayrou, pour tenir les objectifs de 2024. Et maintenant, on discute à 30 milliards. Dès 2025, de nouveau, on ne va pas tenir les objectifs qu'on a signés pour accommoder la France en 2024. Thierry Breton, on essaye aussi dans cette émission de chercher un peu la lumière. On ne veut pas se quitter complètement défaitiste ou catastrophiste. Et donc, on se pose la question de savoir si on est vraiment quasiment en état de faillite. À en croire certains, oui. Bruno Le Maire le dit, on n'est pas en faillite encore, mais on cherche les bonnes nouvelles. Alors nous, on a regardé un petit encart du Figaro, là, depuis vendredi, on l'avait gardé comme ça sous le coude, qui explique que la France, elle est sur un tas d'or. Avec les propriétés, les placements, la capitalisation, notre pays est l'un des plus riches d'Europe si on regarde les choses de cette manière-là. Est-ce que c'est ce qui nous protège malgré tout de tout choc aujourd'hui, du catastrophisme Madame Carwer, vous appelez ça, on va appeler ça l'épargne des Français. L'épargne des Français, c'est 6 milliards d'euros. Donc c'est 6 000 milliards, pardon, 6 000 milliards d'euros. Ces 6 000 milliards d'euros, c'est l'épargne des Français. Et évidemment, alors on dit c'est ce qui nous protège. Mais oui. D'abord, je dis exactement comme Bruno Le Maire, la France n'est pas en faillite. La France, aujourd'hui, n'a plus les moyens de ses ambitions politiques, puisqu'elle est obligée d'emprunter tous les ans 150 milliards par an, c'est-à-dire 2 fois l'impôt des Français. L'impôt des Français, c'est 88 milliards, l'impôt sur le revenu. La France emprunte tous les ans 2 fois l'impôt des Français pour faire ses fins de mois. Donc on voit bien que c'est ça qui ne va pas. Mais les agences de notation,
nous ont pas mis dégradés en triple B ou en C+. On est encore en A. Et pourquoi on est encore en A même si on n'est plus en AA, ce qui est une note correcte? Parce que précisément il y a l'épargne des Français et que les agences savent que si jamais il y avait un défaut de paiement, ce qui n'est pas près d'arriver, eh bien, il y aurait toujours cette épargne qui serait éventuellement sollicitée. Donc, mais moi, je suis d'accord avec vous. On a plein de bonnes nouvelles. On a plein de bonnes nouvelles en France. On est un pays qui est un pays d'entrepreneurs, qui est un pays d'innovateurs. Il y a de la recherche au meilleur niveau mondial. Il y a des entrepreneurs, croyez-moi, je les connais, qui sont exceptionnels. Le problème, pardon de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a notre classe politique, je ne lui jette pas la pierre, mais est déconnectée par rapport aux réalités budgétaires et aux réalités de ce qu'il faudrait faire précisément pour remettre la France sur les rails. Et je propose donc de façon assez simple 10 étapes, un chemin en 10 voies, comme quand j'étais à Bercy et que j'ai redressé la France et qu'on l'a remise précisément, on est passé de 67% d'endettement par rapport au PIB à 63%. Donc voilà, il y a un chemin. Je dis que dans ce chemin, je pense qu'il va falloir avoir le courage de proposer soit par voie référendaire, soit en convoquant le Congrès, de faire ce que les Allemands ont eu le courage de faire, c'est-à-dire se contraindre, parce que c'est l'intérêt général, eh bien, d'avoir un chemin, je dirais, un couloir qui soit bien ciblé, duquel on puisse s'extraire, et qui sera quand même très large, pour pouvoir précisément remettre la France sur les rails. Il y a des voies, il faut évidemment maintenant avoir la volonté politique. Le problème, évidemment, c'est qu'il faudra le faire après les présidentielles, bien entendu. Alors vous allez le comprendre, on était très très déterminés à trouver la lumière aujourd'hui dans notre équipe, et on a vu que les exportations totales de la France vers les États-Unis ont légèrement augmenté pour le mois de janvier à août 2025 sur un an, pour être tout à fait précise. Alors, je vais être vraiment précise jusqu'au bout. Vous n'êtes pas tous entrepreneurs logés à la même enseigne, puisque les exportations pour le parfum, les cosmétiques diminuent. On est à moins 17%. C'est pareil pour les boissons, moins 12%. Il y a des gros secteurs comme le pharmaceutique ou encore la construction automobile qui se portent pas très bien. Mais quand même, on en parle juste un instant quand même avec vous, Rafik Smati, chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France. La sensation qu'on a, c'est que malgré tout, par exemple, exemple concret, on résiste pas si mal, par exemple, aux assauts douaniers de Donald Trump. Oui, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que la semaine dernière sont parus les chiffres de la croissance du troisième trimestre. La France a fait 0,5% de croissance. Alors, c'est pas mirobolant, mais c'est plus que ce qui était imaginé. Et ce qu'il y a de très intéressant et de très important, c'est que sur le troisième trimestre, on sait que la France a été la locomotive de la croissance européenne. Alors, vu de notre prisme à nous, ici, englués dans une crise politique et dans un océan de médiocrité, on se dit, mais comment c'est possible? Et vous voyez, en réalité, cette bonne nouvelle me met profondément en colère. Elle me met en colère, pourquoi? Parce que je me dis que si on n'avait pas cette crise politique, si on n'avait pas cette puissance publique qui nous tire vers le bas, si on n'avait pas cet État léviathan qui, aujourd'hui, se mêle de tout sauf de l'essentiel, on ferait des étincelles en France. On a des ingénieurs, on a des entrepreneurs, on a un nombre record de création d'entreprises en Europe. On est capable aujourd'hui d'embrasser la grande révolution industrielle qui est devant nous et de faire des étincelles. Donc je crois que on a quelque chose de particulier en France. C'est que c'est propre à l'histoire de notre pays, c'est l'État qui a créé la nation, l'État à travers les différents pouvoirs royaux, à travers les différentes républiques notamment, qui a créé la nation. Et aujourd'hui, l'État, au sens de la puissance publique, est en train de ralentir la nation, est en train de ralentir les forces vives. Moi, je salue toutes les forces entrepreneuriales de notre pays, toutes les forces économiques qui font que, malgré, encore une fois, je le répète, toute la médiocrité actuelle, on soit capable de faire des étincelles de notre pays. Et donc oui, je crois qu'on a 1001 raisons d'être optimiste. On a 1001 raisons en France de faire partie des vainqueurs de la mondialisation et de la révolution qui vient. Encore faut-il que l'État revienne à sa place, ne ralentisse pas la nation et laisse les forces vives du terrain, l'esprit entrepreneurial français, le génie français s'exprimer et faire des étincelles comme il le fait depuis des années ou même des décennies, voire des siècles. Alors Rafik Smati, on reste ensemble, mais Thierry Breton, ancien ministre des Finances, ex-commissaire européen, je vois même, parce que je vérifiais dans mes petites notes si je disais juste, mais les exportations de la France vers les États-Unis résistent mieux aux effets des droits de douane que les autres partenaires européens. Mais pardon, je vais être très direct, on n'est pas si nuls, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps chaque jour à s'autoflageller, à se dire que collectivement, rien ne va. Ça fait plaisir d'entendre évidemment les chefs d'entreprise, et je suis l'un d'entre eux, donc je les soutiens énormément. On parle de
il faut bien voir aussi de quoi on parle. Et c'est assez français. On devait faire 0,3% de croissance, on fait 0,5%. La raison de ces 0,2%, c'est pour une raison très simple, ce qui ne retire rien, encore une fois, à notre génie français. Croyez-le bien. C'est parce que toutes les entreprises ont fait ce que moi j'aurais fait si j'étais à leur place. Ils ont évidemment surstocké, parce que tout le monde ne savait pas. Je rappelle que les droits de douane, c'est tombé au mi-août. Donc effectivement, tout le premier semestre, les entreprises se sont dépêchées de produire beaucoup plus et on a un effet sur stockage et vous avez les 0,2%. Donc, une hirondelle ne fait pas le printemps. Toujours pareil. Disons la vérité aux Français plutôt que d'essayer de se raconter des histoires. C'est très bien, mais c'est essentiellement, j'allais dire quasiment exclusivement, dû aux droits de douane précisément. C'est-à-dire, comme ils sont tombés qu'à mi-août, eh bien, les entreprises ont eu parfaitement raison d'exporter massivement avant. Les distributeurs américains ont fait des stocks hors droits de douane et peuvent éviter que le consommateur américain les paye trop cher et qu'ils continuent à garder leur part de marché. Je vais terminer à être optimiste, je vous préviens, j'ai encore quelque chose à vous soumettre. Allez-y Guillaume Roquette. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a en particulier des grandes entreprises françaises qui vont bien, mais pourquoi ? Parce qu'elles font l'essentiel de leur activité à l'exportation. Absolument. Et notamment, c'est notamment le cas de l'industrie du luxe. Il faudrait que nos parlementaires de gauche comprennent ça, c'est que l'argent qui est gagné par les actionnaires de LVMH ou de Kering, c'est pas de l'argent qui a été pris aux Français, c'est de l'argent qui a été gagné sur les marchés étrangers. Mais il y a un contraste qui est quand même assez saisissant entre ces succès à l'export et les difficultés en France. Et puis l'autre point sur lequel je voulais revenir un instant, c'était que le fait que les Français soient riches, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Mais pardon de casser l'ambiance, mais pour moi, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme les Français ont un bas de laine, nos créanciers disent bon bah ok, le jour où on voudra se faire rembourser, il suffira juste d'augmenter les impôts. Et de ce fait, ça nous exonère en quelque sorte de faire des efforts, parce que comme on n'est pas dégradé, on dit ça peut continuer encore comme ça. Renaud ? Entièrement d'accord avec Guillaume. Ce taux d'épargne est une catastrophe. Catastrophe, c'est un signe de dépression profonde. Quand on est en dépression, on dépense pas, on consomme pas. Et franchement, je mets les pieds dans le plat, on n'a pas touché le fond de la piscine. Et vivement qu'on touche le fond de la piscine. Parce qu'on ne pourra faire reset que lorsqu'on aura touché le fond de la piscine. Comment voulez-vous que les Français, les chefs d'entreprise, pas les grandes, je pense aux ETI, aux PME, en Allemagne elles sont 5 à 10 fois plus nombreuses, comment vous voulez qu'ils aient confiance ? Ça fait 30 ans qu'on n'a pas une décision forte. On l'a eu un peu sur l'insécurité, on l'a eu sur, je prends des exemples, la Baïa, mais en économie, rien. On a une droite qui est socialiste, la droite française est socialiste, elle n'a jamais fait une politique de l'offre, et on a une gauche qui n'est pas une gauche gouvernementale. Pour être tout à fait transparente, le temps nous manque. Donc, tous un exercice collectif de synthèse. Rafik Smati, est-ce que vous espérez la grande faillite pour qu'on touche le fond et que des entreprises, par exemple comme celle que vous représentez, remontent ? Je vous pose la question telle qu'elle. Alors non, je crois qu'il y a... vous savez, et ça c'est mon état d'esprit entrepreneurial qui vous fait dire ça. Quand vous avez un verre, vous regardez soit le verre à moitié vide, soit vous regardez le verre à moitié plein. Quand vous êtes un entrepreneur, vous regardez le verre à moitié plein. Oui, évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Plein de choses qui ne vont pas dans notre pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cet État Léviathan, cette sphère publique omniprésente. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va arrêter d'entreprendre ? Est-ce qu'on va arrêter d'innover ? Moi, j'ai envie de dire à vos téléspectateurs aujourd'hui que partout en France, que ça soit dans les villes, que ça soit dans les campagnes, que ça soit dans les quartiers populaires, vous avez des jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est créer, c'est innover, c'est entreprendre. Certains d'entre eux aujourd'hui se posent des questions, vu après le délire de la taxe Zuckman, des débats de l'Assemblée nationale, etc., se posent la question de savoir s'ils vont continuer à le faire en France. C'est la raison pour laquelle, et là je rejoins Thierry Breton, si nous réussissons cette révolution copernicienne qui consiste à remettre l'État à sa place et à redonner de l'air aux forces vives, croyez-moi, Amélie Carrouer, on fera des étincelles. Merci Rafik Smati. Je pense que la conclusion vous revient. Thierry Breton, juste ma dernière bonne nouvelle, comme ça que je gardais, le CAC 40 se porte bien. Je voulais donner encore quelques chiffres. Au premier semestre, le chiffre d'affaires cumulé des géants du CAC 40 avait reculé de 6%, leur résultat net avait plongé de 30%, mais les géants retrouvent là ces derniers jours, ces dernières semaines, des couleurs. Alors je sais que c'est lié aux exportations, au luxe qui repart en Chine, mais quand même. Oui, mais quand même, dites-moi, une dernière fois que tout ne va pas si mal. Mais tout ne va pas si mal, et je vais même vous dire je suis tellement convaincu que pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec M. Pilard. Ça n'arrive pas souvent. Caricature, mais moi, pour le débat, je dis surtout pas attendre qu'on touche le fond de la piscine. Je trouve que c'est la négation complète de l'exercice politique. Je le redis, la France a tellement d'atouts que ce qui nous manque maintenant, c'est du leadership politique. Et avec ce leadership politique, on a pu démontrer dans notre histoire
que dans les moments comme ceci, on n'attend pas d'être au fond du trou pour dire c'est les autres qui vont faire le travail de reset pour nous. Alors si on en est là, alors là, ça veut dire qu'effectivement, on est très mal, et je ne pense absolument pas qu'on en est là. Les Français non plus. Il faut juste maintenant qu'on dise les choses. Une campagne présidentielle, c'est fait pour ça. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres, j'essaie de proposer un certain nombre de cheminements, pas pour moi, pour évidemment ceux qui vont être ensuite appelés à exercer ces hautes responsabilités. Je suis convaincu que la France à ce qu'il faut pour rebondir. Il y a des cheminements, on l'a démontré dans notre histoire, mais certainement pas de grâce, dire, bon ben, on lève le crayon, et puis on attend que d'être dégradé, puis de redégrader, et attendre que le FMI vienne pour nous. Non, certainement pas. Dernier mot, Valérie, vous levez le doigt, oui, mais très vite, très rapidement. Moi, je ne suis pas pour qu'on touche le fond de la piscine non plus, parce que il ne faut pas trop de souffrance sociale. C'est lâcher tout. C'est causer beaucoup de malheurs individuels et collectifs. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir regardés. Là, tout de suite maintenant, vous avez rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité présenté par Sylvia Amicone.